Bonjour à toutes et à tous. Designer pour un monde meilleur, par Don Norman. En gros, j'ai fait une traduction de ce que j'ai compris. Parce que flemme de faire une traduction littérale à chaque fois. Sinon, autant faire un Google Trad du livre. Donc, d'abord, je vais commencer par une première question. C'est question très simple. S'il vous plaît, ne trichez pas, je vous en supplie. Qu'est-ce que le design, selon vous? Contrôle surprise. Pas qu'est-ce que le design, pardon, ça veut dire quoi tout design? Réfléchir à comment créer quelque chose pour répondre à un besoin. Ouais. Sarah Braque, concevoir. Mais tu triches, Sarah, c'est pas possible. Mathilde, conception, mais oui, mais vous êtes tout bon, mais qui sont ces bons élèves? Totalement. Guillaume, l'interprétation de quelque chose. Ouais, c'est une vision. Pour en revenir au vif du sujet, tout design veut dire, c'est un mot qui n'existe pas en français. C'est un mot qui n'a pas de traduction, disons, française. La traduction la plus proche qu'on a, c'est concevoir. Mais c'est à mi-chemin avec penser. C'est entre la conception, donc un designer est un concepteur. Oh, je ne partage plus. Un designer est un concepteur, un penseur. Il va penser à, il va concevoir à. Don Norman, il commence son livre en disant « Quand je regarde autour de moi, tout est artificiel, tout est créé par l'homme. » Dans le sens où tout est designé par l'homme. Là, ici, j'ai mis un monsieur dans son jardin, mais même ce jardin, finalement, même un lopin de terre, la nature est aussi designée par l'homme. Par exemple, on peut même penser aux Landes. Les Landes, c'est une grande forêt, une immense forêt, c'est même la plus grande forêt artificielle d'Europe de l'Ouest, pour être plus précis. Ça a été planté siècle après siècle pour végétaliser la région. C'est tip top les Landes, je vous le conseille. Surtout Casteljaloux, il y a des férias et tout avec les taureaux. Enfin bref. Par exemple, on a aussi pour les Parisiens le canal Saint-Martin. Le canal Saint-Martin, c'est fake. Bouh, ça a été créé par Napoléon. Napoléon, c'est un petit monsieur qui s'est dit tiens, je vais approvisionner Paris en eau potable. Donc il a creusé jusqu'à la Seine. Donc après Pompidou, il a dit en 70 on va faire une autoroute qui va arriver dans Paris. Il a du pif, le Pompidou. Donc on voit ici que l'homme, finalement, il design la terre. Ça aussi, il arrive à le faire. On va prendre le cas d'ici d'Héloïse. Héloïse, on va rester sur la partie terre, elle habite en Europe territoriale. L'Europe territoriale, c'est pas très parlant, c'est pas vraiment, c'est un peu la zone euro, finalement. Héloïse, elle est dans la zone euro. Tout ça, c'est des choses qui ont été délimitées par l'homme. Ensuite, on a l'espace Schengen. Parfois, dans l'espace Schengen, c'est un espace de libre-échange, mais l'Islande n'en fait pas partie. Ou la Norvège n'en fait pas. Enfin, c'est compliqué, c'est l'homme. Héloïse, elle habite en France. En France, elle est plus précisément au Pays de la Loire. Pays de la Loire, encore une fois, région créée dans un but économique. Elle habite en Loire-Atlantique, à Nantes. Donc oui, Nantes en Pays de la Loire. Non, n'importe quoi, Nantes, c'est en Bretagne et tout. Arrêtez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Laissez-moi faire ma présentation. Elle habite plus précisément à Bellevue-Chantenay. Tout ça, ça fait beaucoup. L'homme compartimente ses espaces, son temps aussi, pour évoluer dans la vie finalement, tout simplement. Héloïse, elle a fait encore mieux. Elle s'est dit, bon, bah, si on définit des tracés, je vais aussi définir mon nom. Héloïse, elle s'appelle Héloïse Adélaïde Letissier. Voilà, elle part avec un avantage dans la vie, non en particule, ça c'est deep top. Et elle devient Christine de Queen. Ça c'est top. Christine de Queen ensuite devient Chris, parce qu'elle redéfinit aussi son genre. Elle redesign son genre, elle le repense. Elle devient ensuite Raïm. On lui a dit, oh, non, appropriation culturelle, tout ça, tout ça. Elle a dit, ok, je change. Elle est devenue Sam le pompier, à défaut de s'appeler Bob le bricoleur. Ensuite, Raïm, c'est Redcar, parce qu'elle n'allait pas sortir des albums avec le nom Sam le pompier. Donc, ici, on voit
ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout, nom, prénom, localité, temps, culture, lifestyle, entre guillemets, est designé par l'homme. Finalement, Christine and the Queen, Don Norman, il parle dans son livre de ce qui est acceptable ou pas. Là, on va parler de la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est de se dire, plus on est au milieu de cette fenêtre-là, plus c'est acceptable aux yeux de la société, ce qu'on peut dire. Et là, on se dit, bah, Christine de Queen, c'est peut-être pas forcément acceptable, son changement de nom. Donc, elle va rentrer et faire ouvrir cette fenêtre d'Overton un peu plus largement. Plus on va à l'extrême, plus on va sur les côtés, moins c'est des idées acceptables. On a par exemple, voilà, le racisme c'est mal, c'est un tapine, c'est un plat du pied devant le but. Voilà, on dit une banalité, un truc hyper bateau. La pizza hawaïenne, c'est pas si mal. Ouais, là c'est un avis un peu chelou. Et plus on ne condamne pas les avis extrêmes, plus ça passe petit à petit. Donc la fenêtre d'Overton, c'est autant des choses négatives comme positives qui peuvent rentrer. Et ensuite, ça peut devenir la baie vitrée d'Overton, tellement c'est grand et que tout devient acceptable si on ne dit plus non à toutes ces choses-là. En fait, finalement, Don Norman, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut cesser avec le syndrome de la fourmi. Le syndrome de la fourmi, c'est un livre de Flora Gabay sur l'écologie que je vous conseille, il est trop bien, il est tip top. Ça aide à se dire on casse nos barrières mentales pour découvrir d'autres solutions. Sur plein de choses, on peut se dire ah mais ça on peut pas sortir du nucléaire, etc. Non, on peut essayer de trouver d'autres alternatives. On n'a pas que 2-3 choix. Il y a aussi l'exemple de l'éléphant attaché à une chaise. Je ne sais pas si vous voyez cette image. C'est enfin voilà, il est juste attaché à une chaise et en fait il peut bouger parce qu'il est beaucoup plus lourd que la chaise. Donc c'est penser out of the box, tout simplement. Exemple d'évolution de l'humain, le temps. On a les musulmans qui ont, eux, leur calendrier en 1446, début de l'islam. Mahomet qui fait l'hégire. Encore quelques années, il découvre l'Amérique en 1492, si je ne me trompe pas. On a les Juifs, le calendrier hébraïque, en 5785. Et donc, nous, on arrivait, calendrier grégorien, en se disant, tiens, le monde commence dès maintenant. On a designé notre calendrier, alors que les autres l'avaient aussi. Il y a un calendrier thaïlandais, un calendrier bouddhiste, il y a un calendrier hébraïque. Donc, on récapitule. L'humain a créé le temps. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais il l'a compartimenté en secondes, en heures, voilà. Voilà. Maintenant, parlons des mesures sans transition, parce que j'en ai pas. J'en ai vraiment aucune des transitions, et je m'en excuse. Lord Kelvin, c'est un monsieur qui a fait tout ce qui est température, etc. Il a dit, quand vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et l'exprimer par des nombres, you know something about it. Parce que je trouvais qu'en anglais, enfin, voilà, il n'y avait rien de mieux que ce qu'il vient de dire. Donc, effectivement, quand on fait un test, quand on fait une étude, quand on mesure quelque chose, on a un résultat. C'est ce qui veut dire par you know something about it. On a un résultat, on sait quelque chose, on a appris quelque chose de ce test. Sauf que ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est en sciences physiques. En sciences physiques uniquement. Parce qu'en sciences physiques, si on fait tomber, je ne sais pas si je fais tomber ce téléphone, à telle vitesse en fonction du poids, j'ai toujours le même résultat. Ça dépend du vent, ça dépend de plein de choses. En sciences humaines, c'est pas la même chose. En sciences humaines, là ça va nous intéresser peut-être personne de l'UX ou tout autre designer, hein, que vous soyez PM ou autre, parce que les PM sont aussi des designers, on est des concepteurs. Donc on va intégrer au résultat le parcours de la personne, c'est ce qu'on appelait le path dependency, tout son background, et les mesures humaines deviennent presque, comment dire, pas tangibles, irréalisables, si je puis dire. Exemple ici avec ces sports. Comment on peut mesurer les victoires de ces sports selon vous? Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que trouver l'intrus? Selon les règles définies par le sport. En fait, là, sur le 100 mètres, on sait qui a gagné parce que c'est un outil précis. C'est le chronométrage. C'est un chronomètre précis. Sur la gymnastique artistique, on sait qui a gagné en fonction de l'appréciation des juges. Donc, on n'est pas sur de la science physique. Si l'équipe ukrainienne a gagné contre l'équipe, je ne sais pas, du Mozambique,
c'est pas un fait avéré, c'est une question de point de vue, de goût, de est-ce qu'elles ont fait une belle réalisation. Pareillement en boxe, normalement c'est au nombre de touches, mais c'est aussi à l'appréciation des juges. Voilà. Ici, là, je vais vous parler beaucoup de sport. C'est une petite histoire personnelle. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le live là, qui se sont déjà fait casser des choses. Enfin, je parle des membres du corps. Quand on vous casse des membres du corps, ouais, Daniel, Daniel s'est fait casser les 2 genoux. Fun fact. Et effectivement, on a fait le même hôpital avec Daniel, on s'en est parlé, parce qu'on s'est aussi tous les 2 blessés au genou. Et, et on a tous eu la même dame qui nous accueille aux urgences et qui nous dit de 0 à 10, vous avez mal à combien? Ce qui est une hérésie de demander ça, parce que entre chaque être humain, c'est totalement différent. Donc moi, j'avais répondu à cette madame qu'on va appeler Corinne, 11, parce que c'était une douleur insurmontable. On a la même chose avec l'échelle de Borg. Borg, c'est un mec qui s'est dit, tiens, moi, je vais mesurer l'intensité d'un effort physique. Sauf que ça, c'est propre à chacun. Et donc, il s'est dit, bon, bah, à 10, c'est que je peux plus rien faire, c'est un effort tellement dur que je dois m'arrêter là, c'est insurmontable. Et en fait, ça dépend de, encore une fois, son passé. Donc, si on récapitule, étudier l'homme rend les mesures moins précises. Notre histoire influe sur nos résultats, forcément. Et la réponse 3, parce qu'il fallait bien boucler la chose, il y avait un vide dans la slide. Ça, c'est sûrement la partie qui va vous intéresser le plus. Après ce trop long préambule, je vous l'accorde, je m'en excuse. Fallait s'accrocher. Je n'ai pas prévenu, my bad. The way that we design is wrong. On design très mal. Aujourd'hui, Don Norman, il dit on vit à l'âge de l'abondance. Donc forcément, si on vit à l'âge de l'abondance, on vit à l'ère du gâchis. Les deux, l'un ne va pas avec l'autre. L'un va avec l'autre. Ça, on peut le voir dans le design. On a souvent des trends. On est toujours dans la profusion constante de changements, de renouveau à chaque fois. On a le skeuomorphisme, le néomorphisme, le flat design, qui doit sûrement vous parler. On se souvient peut-être des gens qui ont... moi, en tout cas, je sais qu'en 2015, j'avais fait des applications en flat design. C'est un regret, j'en suis pas fier. On est tous passés par des choses honteuses. J'ai un portfolio que j'ai pas envie de montrer. Voilà, je le dis. On a aussi le glassmorphisme, le minimalisme, le néo-brutalisme. Tout ça, c'est des modes, c'est des trends qu'on voit sur Dribbble, sur Behance, sur Pinterest. C'est des choses qui sont quasi irréalisables par les développeurs, parce que c'est assez compliqué à faire. On a la même chose dans la mode. On a une profusion tout le temps de vêtements, de nouvelles choses, et ensuite des modes qui reviennent. Là, par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à deviner qu'est-ce qui revient à la mode en ce moment. Les ballerines, totalement. Parce que la ballerine, finalement, elle est intemporelle. Aujourd'hui, elle revient à la mode. Vogue 2024, dans un magazine, a dit c'est l'intemporel qu'il faut garder tout le temps. Et c'est vrai. La ballerine, elle est humble. La ballerine, elle prétend pas être qui elle n'est pas. La ballerine, elle n'est pas oui, moi, non. Elle est ballerine et elle se contente d'être ballerine. Elle est au milieu de la classe. Elle a 12 de moyenne, la ballerine. Elle n'est pas derrière. Elle n'est pas devant avec les Stan Smith. Elle est neutre, si je puis dire, et elle habille bien. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui vient de se passer. Donc, ouais, Don Norman nous dit il faut changer sa façon de designer. Il faut préférer des designs modulables, mais aussi surtout des choses intemporelles. Plutôt qu'acheter un nouvel objet, on doit aussi adapter au réutilisable. Moi j'ai des chaussures où je peux changer la semelle. J'adore. C'est Camper, je vous conseille, petite promo. Là, selon vous, ces chiffres, ils correspondent à quoi? 6 mois égale 1%, 1 an égale 4%. Normalement, il y a un petit indice. À quoi correspondent ces chiffres? Mais le plus alarmant, finalement, ça va être les 33%. Je le dis, ces chiffres correspondent au changement des téléphones. Combien de temps on met à changer son téléphone.
Ce qui devrait nous alerter, c'est de se dire, 33%, il n'y a que 33% qui changent de téléphone quand il n'est pas fonctionnel. Et ça, c'est alarmant, selon moi, c'est mon point de vue. Là, vous connaissez peut-être ce téléphone, c'est le Fairphone. Il est horrible. On va se le dire, hein, il est nul. Mais tu ne peux pas faire avancer une application normalement sans qu'elle crache. Mais au moins, il a le mérite d'être là, ce téléphone. Et donc, on peut changer la lentille sans se dire, en fait, je vais changer tout mon téléphone parce que ma lentille ne fonctionne plus. Et ça, on le voit dans pas mal de choses. Et la nouvelle façon de designer, finalement, c'est de designer de manière modulable, d'adapter au réutilisable. Et comme je viens de dire, ouais, on n'a plus de batterie, plutôt que de jeter mon iPhone en entier avec tous les composants qu'il y a à l'intérieur, non, je vais juste changer la batterie. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça sur les iPhones. Enfin, de nous-mêmes, du moins. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans un téléphone. Oh mon Dieu, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, là, non? Ça, c'est Marc Simoncini. C'est un entrepreneur que vous avez sûrement dû voir dans Qui veut être mon associé. Ce mec, il a eu une idée ingénieuse, créer le vélo Tesla. Son vélo s'appelle Angel. Et il est hyper connecté, en fait. C'était son idée de ouf. C'est Ito-Hiro, je crois, c'est un designer français qui a fait le super vélo. Il y a tous les composants sont Angel. La roue est Angel, le cadre est Angel, la selle est Angel, le guidon est Angel, donc on ne peut pas aller chez Decathlon pour le changer. Et ce qui serait dommage, c'est qu'il y a une malfaçon sur le vélo et que tous les modèles soient rappelés. Ça serait bête, non? C'est le cas. Donc là, c'est liquidation. L'entreprise, elle est finito. Et les gens aujourd'hui ne peuvent pas changer. Donc en fait, là, le cadre n'est pas soudé. Il est collé. Donc il y a des fissures sur les vélos et les gens risquent de décéder s'ils font du 50 km/h en vélo et que d'un coup le cadre se pète. Et toute la fonctionnalité du vélo se perdra une fois que l'application va mourir, quoi. Donc, ça veut dire que les gens auront un vélo qui ne sera plus connecté, finalement, et aussi qui va juste se casser. Voilà, histoire de penser un petit peu à attention à bien construire ces objets et ne pas tout rendre connecté pour rien, du style des brosses à dents qui te disent où est-ce que tu as bien frotté sur tes dents. Enfin, bref. Désolé, je suis chafouin. Victor Papanek, c'est un designer américain qui, déjà en 71, avait sorti un livre qui s'appelle Design for the Real World. C'est assez marrant de parler d'écologie dans le design. Là, on parle de design d'objets. Dans les années 70, là où il faisait beaucoup de plastique, de bakélite, etc. Et il a dit, il existe des métiers plus nocifs que le design industriel, mais très peu d'entre eux. Restons sur le design industriel avec, mon Dieu, un homme tellement charismatique, un génie, comme on en fait peu, Dieter Rams. Dieter Rams, c'est celui qui a inspiré Steve Jobs. Il a travaillé pour Braun. Donc, c'est un Allemand. À la base, il a fait des études d'architecture et c'est un peu, on va dire, l'autiste du design. Son délire, c'était en réaction à la confusion impénétrable de formes, de couleurs et de bruit. Il y avait trop de formes, trop de bruit. Il s'est dit, mais moi, je veux faire que de la simplicité, quoi. Je veux faire un bouton principal, c'est tout. Et c'est un peu vu comme une révolution, même dans les années 70. Alors lui, il a été plutôt dans fin des années 50, milieu des années 70, mais il a révolutionné pas mal de choses et Steve Jobs s'en est inspiré. Il a créé 10 règles. Forcément, il a créé des règles, il est allemand. Innovant. Un bon design doit être innovant. Un bon design rend le produit utile, esthétique, ça rend le produit compréhensible, discret, honnête, durable, approfondi jusque dans les moindres détails, et le minimum de design possible. Le minimum de design possible, c'est la philosophie du less is more. Le less is more, Ludwig Mies van der Rohe, c'est un architecte pionnier du modernisme allemand qui, si vous regardez ses constructions, c'est less is more. C'est totalement less is more. Ici, vous pouvez voir les 10 principes de Dieter Rams qu'on devrait tous respecter. On parle de Pro-Vitech aujourd'hui. On est toujours à faire des applications, des projets tech, mais c'est pas différent du tout. Voilà. Donc arrêtons avec les trends, je vous en supplie. Voilà.
qu'est-ce que... À votre avis, est-ce que là, on va parler en termes comment dire, de CO2 par application. Quelle est l'app la moins coûteuse, la moins énergivore en termes de CO2? Reddit moins, Twitch plus. OK. Reddit la moins énergivore, OK. Parce que la vidéo consomme le plus. C'est exactement ce que je me suis dit. Ah ouais, il y a un plébiscite sur Reddit qui ne consomme pas, quoi. TikTok plus, OK. Reddit en moins et Insta en plus. Et voilà, finalement, Reddit est quand même pas mal. Twitch est quand même une bonne élève, alors que c'est du stream. Va savoir pourquoi. Oh là là, je suis choqué. Voilà, je vous laisse être choqué 2-3 secondes. Vous pouvez prendre des captures d'écran. Ça, c'est 1 heure de consommation. Et je vous invite donc aussi à regarder votre consommation et se dire à combien vous êtes en termes de CO2. Il y a un monsieur, un ingénieur qui s'appelle Mohamed Ayar, qui a utilisé un script pour savoir quel était le langage de programmation le plus coûteux, le plus énergivore. Donc, il s'est dit, je vais faire énergie égale puissance fois le temps de ramage. En ramage, rien à voir. Anyway, donc là, je vous mets le script qu'il a utilisé. Et ici, on peut voir l'énergie, le temps et la puissance qu'ont tous les langages de programmation. Et voilà, pour designer vos futures apps. Comment faire un code plus vert. Ça aussi, vous pouvez le screener. Ah tiens, je vais montrer quelque chose qui a parlé à quelqu'un qui est dans le chat, Guillaume Bellotti. Ça, c'est une application faite par un client, qui nous a demandé de faire cette application-là. C'est un journal intime pour les mamans. That's all, c'est tout. À la base. Et ensuite, le client s'est dit, non, il faut rajouter une to-do list, il faut rajouter un agenda, un carnet de santé, des idées recettes, des idées prénoms, des achats pour bébé, un glossaire, un truc 3D de mon ventre et des échographies. Et tout ça, c'est des fonctionnalités en plus que les mamans n'ont pas demandé nécessairement. Et le client tenait absolument à se dire si, moi je veux tout ça. Et donc ça a créé une app beaucoup trop grosse, beaucoup trop volumineuse, trop coûteuse. Donc là, je vais prendre Frédéric Bordage de Green IT, l'un des fondateurs de Green IT, expert en sobriété numérique. L'essentiel, ce n'est pas d'optimiser un code déjà écrit, mais de supprimer le gras numérique des fonctionnalités qui ne servent à rien. Et là, il y en a quand même pas mal des fonctionnalités qui servent à rien. On va passer à autre chose qui sert à rien. Qu'est-ce que vous remarquez ici, sur cet étal de fruits et légumes? Le plastique, tip top ici là. Ouh, le plastique. Excusez-moi. Ouh, le plastique. Nous, en France, on est plutôt bien lotis. Mais si vous allez dans des pays anglo-saxons, type Angleterre, par exemple, moi, je sais que quand j'étais allé chez Waitrose, ça m'avait choqué. Tout était emballé. Des pommes à l'unité étaient emballées dans des sachets ensuite d'1 kilo de pommes. Tout est emballé. Enfin, c'est assez énervant. Là, il y a une différence entre ces trois choses-là. Là, on peut voir ça comme des packaging. On a une grenade. Cette grenade, j'aime bien ce fruit, je le trouve rigolo parce qu'il n'est pas si ouf que ça, il n'est pas si bon. Et il demande beaucoup d'ustensiles. La banane, elle est hyper facile d'utilisation. La banane, c'est je sais comment l'ouvrir, j'ai une petite poignée en plus. Hop, je l'ouvre, je la mange et je la jette. Ça se recycle, c'est tip top. La grenade, il faut un couteau pour la couper. Il faut un bol pour récupérer les petites graines. Et il faut taper avec une cuillère. Expérience, ça c'est une expérience que j'ai vue partout. Pour une grenade, il faut taper derrière.
il faut taper la partie peau de la grenade pour faire tomber. Et donc, j'ai vu Karim de Bilix faire ça dans la cuisine de Bilix et en mettre partout. Donc, on a cuillère, couteau, bol, et en plus, on s'en met partout. Et ensuite, on a... parle mieux de la grenade. Je suis désolé, Mathilde. C'est super bon en sirop, mais pas tant en fruits. C'est comme les raisins, quoi. Au bout de combien de raisins, tu as l'impression de manger un fruit. Faut pas me pousser sur les fruits, je suis capable de digresser beaucoup trop longtemps. Alors, ensuite, on a ce truc Tetra Pak, là, ce carton de lait. C'est cool parce qu'en plus, ça a l'air artisanal, ça a l'air bio, les dessins sont faits à la main, mais au-dessus, c'est du plastique. Alors, on peut se dire, mais dans ce cas-là, les designers peuvent travailler à faire quelque chose qui ne soit pas, enfin, un bouchon qui n'est pas en plastique parce que ça rend la chose inrecyclable. Ça rend la chose pas recyclable, tout simplement parce que les centres de tri ne séparent pas le plastique du carton, etc. Encore moins quand c'est thermocollé comme ici. Mais dans un souci de praticité de la part des leaders, on met du plastique sur du carton. Parce que les designers n'ont pas de pouvoir. Et ça, Don Norman met un point d'honneur à dire, enfin, on se désole à dire que les designers n'ont pas de pouvoir, et c'est totalement vrai. Les designers sont au middle, voire low level des entreprises. Donc, ce ne sont pas des décisionnaires. Les écoles de design n'apprennent pas à être des artisans pour construire quelque chose de beau que les gens aimeront. En fait, les écoles de design, souvent, peut-être que des gens dans le chat me contrediront, mais on a un brief. On nous dit, bon, bah, je sais pas, le centre Georges Pompidou fête ses 50 ans, faites une affiche. La chose est que les écoles de design devraient plutôt demander aux designers de créer un brief et non pas de répondre à un brief. Parce qu'on renvoie le concepteur, le penseur, si on revient à la définition du début, à un exécutant. Et on forge toute une génération de designers français, parce qu'il y a quand même une autre perception chez les anglo-saxons des designers, où ils ont un peu plus d'importance dans des squads de tech, qui ne sont pas simplement au rôle d'exécutant, de faire des jolies maquettes. Mais en tout cas, ouais, apprendre à réfléchir aux enjeux globaux, au business 360 chez les designers. Et en 3, le leader doit comprendre la nature du business en 360. C'est ce qu'on demande dans des écoles de commerce, dans des business schools. On leur demande d'être en 360. Donc forcément, eux, derrière, après, ils ont une vision un peu plus globale. Et justement, j'ai vu sur LinkedIn, là, c'est gros coup de gueule. Là, attention, je vais être chafouin. J'ai vu un post qui disait qu'est-ce que les designers doivent apprendre de nous PM. Selon moi, c'est plutôt l'inverse. Après, chacun son point de vue. Apparemment, on doit apprendre le business et la stratégie et les enjeux, parce que nous, on n'est que, ça c'est le post qui dit ça, nous, on n'est que sur les jolies couleurs et les formes, mais le business, on s'en fout. Et le but aussi de l'application, on s'en fout. On ne priorise pas. On veut tout faire tout de suite, apparemment. On n'est pas assez customer-centric thinking. C'est assez drôle qu'un PM nous dise que, alors que quand même c'est à la base dans l'UX, enfin l'UX c'est quand même à nous. Le débat est ouvert, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, l'UX c'est quand même à nous, et donc nous dire customer-centric thinking et qu'on ne l'est pas assez, c'est plutôt en général les designers qui rabâchent ce que veulent les utilisateurs. Voilà, data-driven decision making, pareillement, encore une fois, les UX utilisent des outils tels que Content Square, on fait de l'UX research, on fait du quanti, du quali, stakeholder management, road mapping et planning, ça effectivement. Communication, design decision. Je vais vous laisser lire tout ça, mais en gros, il dit que ça, on ne le fait pas. Tous ces grands points-là. Le MVP mindset, comme quoi on veut tout simplement toujours construire le produit final dès le début, alors que non, on sait aussi faire du MVP. Anyway. Voilà ce qu'on pense de nous. D'autres choses qu'on pense de nous sur LinkedIn, et ça je l'ai vu genre hier, comment faire un trio, enfin quel est le trio derrière un produit? Un product manager,
un ingénieur système et un project manager. Aller construire un produit avec ces 3 personnes, ça va être compliqué. Je vous laisse lire la publication de Mathieu Lombard. Apparemment, on a l'absence de KPI dans le design, alors que notre boulot est quand même lié sur ça, du moins dans le product design, attention. Le syndrome dribble, apparemment, on est encore sur des délires de skeuomorphisme et de flat design. Voilà. Et on a une totale déconnexion avec le business. On est juste des enfants qui faisons des formes et des couleurs. Voilà qui sont les product designers. Et on doit tout apprendre de nos pairs, les product managers. Voilà, ça me faisait rire d'imaginer comment un produit pouvait être conçu sans designer. Parce que le post de Mathieu Lombard, c'est voilà pourquoi les entreprises préfèrent embaucher d'abord des product managers pour construire leurs produits et ensuite des product designers. Donc, voilà ce qui se passe dans la majorité des entreprises quand il y a un product manager avec des devs construisent un produit sans designer. Et on va appeler un designer 1 an plus tard en lui disant ouais, on a regardé le plan à l'envers et on a construit la maison à l'envers. Donc, c'est comme ça qu'on passe du pixel perfect au pixel Psartec. Système des features. Et finalement, on se retrouve avec des parcours complexes. Et on nous demande ensuite de réparer tout ça. Et on nous dit, attention, il faut faire du MVP parce que on a construit des piliers qui seraient trop coûteux aujourd'hui de changer, car les users utilisent ça et on n'a pas le temps. On a déjà construit cette maison bancale. Voilà, ça c'était mon point gros sur la patate. Don Norman dit sortir du design traditionnel, de concevoir des objets et expériences agréables en utilisant notre façon de penser, le design thinking, pour résoudre les problèmes majeurs du monde. Et là, on entre dans la dernière partie. Être un designer au 21e siècle, c'est la partie monde de demain, for a better world, tout ça. Donc, on a les 4 principes qu'on connaît, j'imagine. Le design centré humain, c'est un truc qu'on nous rabâche à chaque fois. Le design thinking, résoudre les problèmes fondamentaux et pas seulement le problème tel qu'il est présenté. Écosystème focus, se concentrer sur les gens. Voilà. Très rapidement, ça vous pouvez le lire. Don Norman, il dit en fait, moi, je vais pas faire c'est fini le design centré humain. 2025, faut les choquer. On va faire design centré humanité. Apparemment, il y a une différence. La différence, c'est qu'il y a un 5e principe qui vient s'ajouter, c'est le non-stop testing. Donc là, avant, on va se concentrer sur les gens, avec le design centré humain. Là, on va se concentrer sur l'ensemble de l'écosystème des personnes, de tous les êtres vivants et de l'environnement physique. On n'arrête pas de tester, d'affiner continuellement les conceptions proposées. On fait une itération infinie, un accompagnement vers le renouveau. Voilà. Donc tout simplement, on a un résultat, on le modifie, on l'expérimente, on l'apprend, on change, on a encore un résultat, et ceci continuellement. C'est tout simplement l'effet papillon, c'est ce qu'on peut voir à droite. Donc, se dire aussi que chaque changement qu'on va faire a un impact. C'est ce qui veut dire dans la partie écosystème focus. Le designer agit dans un écosystème. Une décision qui est prise aura un impact sur tout le reste. Un designer, ça évolue dans une équipe multidisciplinaire. Quand on parle de designer, forcément, si je dois rattacher tout à la tech, ça va être relou, mais ça peut être un urbaniste. Un urbaniste est un designer. Savoir comment faire une piste cyclable en 2025. Une piste cyclable de 2025 n'est pas une piste cyclable de 1990. Il y a des enjeux qui ont changé. Les bus ont changé, les portières de voitures, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui ont changé. Les mentalités aussi ont changé de se rendre compte des vélos. On voit très bien que quand on arrive à Paris versus Amsterdam, la société vélo n'est pas la même. Donc, on s'entoure d'experts qui connaissent les détails et les enjeux. On n'est pas des sachants. On s'entoure. La plupart du temps, la solution vient de ceux qui ont le problème aussi. Pareillement, vaut mieux qu'un urbaniste soit cycliste pour faire des pistes cyclables. Et on verra ça après pourquoi. Donc aussi, il met en garde. On ne se précipite pas vers la solution.
parce qu'on a des problèmes qui sont l'être humain, tout simplement, la société, ou les sociétés, les différences culturelles, les forces politiques et les facteurs économiques. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, même si on va si on se précipite vers une solution, elle ne va pas forcément être bonne. Voilà. Pour l'exemple de s'entourer de bonnes personnes et de faire du community driven, Apple, ils ont lancé Apple Health en 2014 avec uniquement des designers hommes. Et ils se sont dit, c'est génial, on a lancé un truc incroyable. Et ils ont tout simplement oublié 50% de la population, c'est-à-dire les femmes qui utilisent une application, enfin du moins qui auraient un besoin dans cette application Health pour les cycles menstruels. Et donc 2 ans plus tard, ils ont dit mea culpa, ils ont fait leur mea culpa et ils ont ajouté le menstrual tracking. Mais sinon, ils utilisaient des alternatives comme Flow. Donc, prenons l'exemple du choléra. On a le choléra. Ce que feraient les gens normaux, la société actuelle, c'est se dire, bon, bah, je trouve un vaccin pour le choléra. Le design centré humanité nous dit, qu'est-ce qui cause l'épidémie de choléra? C'est d'être un peu ce relou et de se dire, mais pourquoi? Un pourquoi continuel qui va nous faire creuser finalement jusqu'à la racine du problème. Donc, épidémie de choléra. On sait que le choléra, c'est à cause des eaux qui ne sont pas saines. Voilà, c'est des eaux impropres. Et du coup, ça crée le choléra. Pourquoi ces eaux sont impropres? Parce que dans les zones où les eaux sont impropres, il n'y a pas de toilettes. Donc, les déjections sont dans l'eau, et la même eau qui est filtrée pour être bue, etc. Bactéries, tout ça, tout ça. Mais pourquoi il n'y a pas de toilettes? Parce que dans certaines régions, il y a des problèmes de mal logement. Il y a des gens qui n'ont pas d'abri, qui dorment dans des cases, donc qui n'ont pas de toilettes, donc qui vont dans le lac d'à côté, le lac qui... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de se dire là? C'est que finalement, pour régler le problème du choléra, il faudra peut-être régler le problème 4, qui résoudra le problème 3, qui résoudra le problème 2, et ensuite le problème 1. Voilà. Donc, Don Norman, il dit, attention, ne pas solutionner le problème qu'on nous demande de résoudre. Lui, il dit, quand je fais des consultations, quand je fais du consulting, on me dit, voilà, ça c'est le problème. Puis Don Norman, il dit, non, moi je vais être le relou, je vais te demander, pourquoi ton problème? Je vais gratter, en fait. Je vais gratter au fond, et c'est ce qu'il faut se dire en tant que designer de demain. Soyez avec moi, je vous en supplie. Designer de demain, il y a aussi les PM, il y a aussi les devs. Tout le monde est un penseur, un concepteur. Un CEO est un designer. Il a designé son entreprise. On est tous des designers. Donc, on parle du problème par le prisme du symptôme et non par le problème fondamental. On va dire, il y a le choléra. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un virus. Non, il faut trouver un moyen que ce virus ne continue pas et de cut le problème une bonne fois pour toutes. Et je vous laisse sur la phrase de Confucius. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut traduire cette phrase, qui a fait mandarin. Ouais, Lisa. On va dire que oui. Tu as totalement, je dirais juste. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Là, on va voir comment mettre le concept du design centré humanité sur la phrase de Confucius. Alors oui, il faut apprendre à pêcher. Ça, c'est top. Apprendre à pêcher, on répond au problème qui est en dessous. J'ai faim, je t'apprends à pêcher plutôt que de donner un poisson. Je ne te trouve pas le virus. Enfin, je ne te trouve pas le vaccin, pardon. Je t'apprends à pêcher. Mais ce qu'il faut faire, c'est voir globalement. On a dit que c'est un écosystème, c'est un système. Se dire, OK, j'apprends à pêcher, mais quoi pêcher? Là, en l'occurrence, ici, c'est un poisson qui est venimeux. OK, mais combien pêcher? Se dire que, en fait, il faut aussi être autonome ensuite dans sa pêche, dans son approvisionnement. Combien pêcher pour pouvoir avoir la reproduction de sa matière première. Et pas juste laisser une population, des users, en se disant, voilà, là, tu es autonome et maintenant, pêche. Si la canne à pêche, elle casse, nous, on est parti, on n'est plus là et on a l'impression de les avoir aidés et de leur avoir changé la vie pour un millénaire. Non, ça se trouve, une semaine plus tard, la canne à pêche cassera. Donc, il faut aussi apprendre à construire une canne à pêche, avec quel matériau, etc. Ça, c'est le design centré humanité, c'est de se dire que on va traiter un écosystème et pas juste le problème de la faim.
On va faire un petit test. On va se dire qu'on est président de la France et on va répondre à quelques petits problèmes en étant designer. Là, ici, on a un petit problème. Les sportifs français au JO 2020 de Tokyo n'ont pas remporté assez de médailles, en tout 33. Donc, on fait quoi? Un discours moralisateur et dire combien nous sommes déçus de leurs prestations médiocres pour les motiver à faire mieux à la prochaine édition. Moi, ça, j'avoue, j'aime bien. Je trouve ça assez taquin, assez espiègle de sa part. Why not? Investir dans des bourses pour permettre aux sportifs de se consacrer entièrement à leur sport à partir d'un certain niveau sportif. Dénicher les talents de demain en investissant dans le sport-études, en repensant une éducation sportive, culturelle, aménagée pour tous. À votre avis, en tant que designer, où est-ce qu'on répondrait bien au problème de pas assez de médailles, car nos sportifs ne sont pas assez bons? 2 et 3. Bravo Priscilla. Mais qu'a fait notre président? La une, quoi. Problème de la surpopulation carcérale est à 128%. Être nostalgique en se remémorant l'époque du RPR, des tubes d'Alain Chamfort avec 10 francs en poche, de votre jean 501 en direction du Globo, pardon, excuse-moi, je relis en même temps, du Gibus sur votre sang de bleu, et se dire la peine de mort, c'était pas si mal, donc rétablir la peine de mort, construire de nouvelles prisons, dépénaliser certains crimes, ou alors investir dans l'éducation des publics les plus précaires, ZEP, REP, etc. Là, voilà, on imagine bien que la réponse, encore une fois, c'est le 3. Tip top. Problème, les SDF dorment dehors. Construire du mobilier anti-SDF afin de déplacer le problème ailleurs. Et c'est super ça génère de l'emploi, des designers pour faire ces petits pics, des ingénieurs, des constructeurs, des manutentionnaires. Enfin, c'est trop bien. Ça va créer de l'emploi. Ou alors, on forme les agents municipaux à éloigner les SDF plus loin des commerces. Ça génère aussi de l'emploi, des plus grands nombres d'agents de policiers municipaux. Ça, c'est top. La clé, c'est souvent l'emploi. À chaque fois, c'est l'emploi, on nous le dit. Ou alors des foyers de réinsertion temporaire. Là aussi, on génère de l'emploi. Et on se dit, ah tiens, pourquoi pas des foyers de la seconde chance où ils auraient un certain temps pour, entre guillemets, avoir un petit coup de pouce, trouver un travail, un logement, et ensuite libérer la place pour d'autres personnes. Voilà, ça c'est si on était président ou designer, parce que le président est aussi un designer finalement. La fresque du climat, je ne sais pas si vous la connaissez. Il y en a qui l'ont faite, ils savent de quoi, enfin, vous savez de quoi il s'agit. En gros, c'est une asso qui va dans les entreprises, qui va dans des talks pour faire une fresque qui permet de sensibiliser aux enjeux climatiques et de se dire, bon, bah voilà, je sais que ça a une conséquence sur ça. C'est ce qu'on disait sur l'effet papillon. Le réchauffement climatique, ça fait que les vaches pètent, ça fait qu'ensuite ça crée la famine. Et en fait, c'est à chaque fois des effets papillons et on retrace tout. Ça, c'est à faire en groupe. Ça dure trop longtemps, comme ce talk, j'imagine. Et voilà. Donc moi, ce que je propose, qui va être mon associé? Parce que là, on se dit, ok, c'est bien beau, tu fais le wokiste, nous parler d'écologie, etc. Mais nous, comment on fait de l'argent? Donc, ce que je propose, des petites idées de designer de demain, c'est un jeu de société à destination des entreprises tech pour concevoir l'app qui répond le plus à l'utilisateur et la plus green possible. Donc, c'est de se dire un jeu de société où on doit constituer une équipe avec un certain budget. Parfois, on a quelqu'un qui tombe malade, coupe budgétaire de l'entreprise. On a un manager et on pioche des cartes à chaque fois un peu random où le manager impose son idée, mais l'idée, c'est pas celle des utilisateurs. Et c'est essayer de driver le projet le mieux possible. C'est finalement être un PM, le PM jeu de société. Créer un logiciel de correction, réécriture d'un code plus éco-responsable et analyse du coût énergétique de l'app. Ou alors faire des ESN, les nouvelles ESN de demain, des ESNER, entreprises, services numériques éco-responsables, des consultants dont le but unique est l'éco-design, l'accessibilité, le code light, les features simples.